demande d'audience a été traitée avec diligence. Il n'en pouvait pas être autrement parce que nous accordons une place de choix à la presse d'une façon générale au niveau du gouvernement et des autorités de la transition et moi-même par conviction. Vous savez, parmi les hommes politiques au Mali, s'il y a un qui a survécu pendant les moments difficiles grâce à la presse, je crois que je dois en faire partie. Il y avait des années où, en dehors des journaux, on n'avait pas d'espace d'expression. Nos réunions étaient interdites souvent. Les adjoints étaient enlevés souvent par les services spéciaux de l'État. Au sortir des mosquées, souvent à 5h30, mis dans des coffres ou des véhicules de Mercedes 180. Ils disparaissaient pendant 2 semaines. Et on n'avait même pas où aller nous plaindre. Si ce n'est pas quelques journaux privés qui nous prêtaient leur page. Bon, c'est des aspects que beaucoup de Maliens ne connaissent pas. C'est bien arrivé, les familles n'avaient pas de vie. Et ma famille ne pouvait rien faire, mon épouse ne pouvait même pas sortir. Mes enfants ne pouvaient pas aller au jardin, on les frappait au retour. Finalement, j'ai pris tout le monde, comme on dit, je les ai amenés au village. Et j'ai vécu seul. En rentrant à 18h, je m'enfermais jusqu'au lendemain. Et c'est comme ça pendant au moins 3 à 4 ans. Et certains ont démissionné comme ça. Après les enlèvements, quand on les a libérés, la condition c'était leur dire de démissionner du MPR. Et quand ils amenaient leur démission, je les classais discrètement sans en faire la publicité pour que la peur ne gagne pas certains. On a passé une phase difficile comme ça que peu de personnes connaissent. Et donc la presse était le seul moyen pour nous de continuer à nous faire connaître auprès de l'opinion publique. C'est pourquoi moi je suis très sensible à la presse. Je crois d'ailleurs qu'il y a ce débat souvent entre les hommes politiques sur la liberté de presse. La liberté de presse est un acquis de 1988. Et je vous recommande de prendre, pour votre propre information, prenez la loi de 88 et celle de 93, vous les comparez. Et ça vous donnera une idée pourquoi, après les élections de 92, l'une des premières lois qui a été modifiée, c'est la loi sur la presse. Et la presse indépendante a joué son rôle dans le changement de 91. Et où des articles moins virulents des journalistes ont été emprisonnés. Et vous allez lire en novembre-décembre 90, des éditorialistes avaient écrit que Moussa Traoré aura le même sort que Nicolas Ceausescu. Nicolas Ceausescu, quelques mois avant, on l'avait pris avec son épouse, on les a fusillés. Je ne suis pas sûr que aujourd'hui un journaliste peut écrire ça et qu'il soit en liberté. Le premier journaliste qui a été emprisonné, c'est Sambi Touré. Il était au journal L'Indépendant, Le Républicain, en 1994. Il a été emprisonné parce qu'il a écrit un article qui dit qu'il y a des bruits de bottes dans les casernes. Pour ça, il a été emprisonné. Le journal La Roue, pour ceux d'entre vous qui avaient un certain âge, titrait « Le gouvernement des voleurs et des escrocs ». Ça, c'était comment il qualifiait le gouvernement de Moussa Traoré. Et moi, je suis bien placé parce que j'étais dans le bureau national de l'UNG. Mais chaque fois que les gens ont voulu intenter des procès contre les journalistes, en son temps, le président disait non, ils sont en apprentissage, un moment viendra où personne ne va les écouter. Et vous pouvez aller lire un peu pour votre propre culture les journaux du dernier trimestre 90 et du premier trimestre. Vous allez voir la violence des articles.
Pour moins que ça, des journalistes ont été emprisonnés. Cheikh Omar Konaré, il a été obligé de quitter la presse d'ailleurs, vous le savez. Parce qu'il faisait des petits billets un peu d'un nouvel horizon. Il a été pris, battu et jeté pour mort au plan de la colline. La suite, vous la connaissez. Jusqu'aux disparitions forcées des journalistes où nous sommes. Il fait partie des revendications de la transition. Et donc, la presse malienne, moi j'ai suivi son évolution. Et souvent dans les débats, je porte la contradiction. Mais au Mali, dès que vous portez la contradiction, c'est fini. On dit oui, c'est les gens de Moussa Traoré qui parlent, sinon ils n'auraient pas dû parler. Il y en a même qui me disent oui, c'est grâce au 26 mars que vous parlez comme ça. J'ai dit à quelqu'un ici qu'en septembre 1990, personne ne pensait que le régime allait changer. Aucune association dite démocratique n'était créée encore. Moi, j'ai écrit avec d'autres collègues qui étaient dans le bureau national du NGM. Nous avons demandé la réhabilitation du président Modibo Keïta et l'organisation des funérailles nationales pour lui. Septembre 1990. Il y en a qui sont venus le dire après la chute du régime. Mais nous, on l'a dit quand personne ne pensait que le régime allait changer. On l'a dit étant encore dans le parti parce que pour nous, on allait vers l'ouverture politique, il fallait solder tout ce qui nous a divisés par le passé. Ça s'est fait en septembre 1990. En août 1990, j'ai moi-même fait un article qui était intitulé « Le multipartisme se précipitait doucement ». Et dans le développement, je disais que c'est un processus inéluctable historiquement, mais il faut y aller sans croire que le multipartisme résout tous les problèmes. Tout ça, ça a été écrit en août 1990, septembre 1990. Il n'y avait même pas d'association. Et de la part de la jeunesse d'un parti unique, bon, c'était osé. Et quand les gens ont voulu en faire des débats ou des motifs de sanctions contre les responsables des jeunes que nous étions, le président a dit non. Et il leur a dit que c'est leur avis, il faut les laisser s'exprimer. C'est peut-être l'aile la plus avant-gardiste du parti, donc c'est normal que dans leur avis. C'est pourquoi lorsqu'après le changement de 91, certains ont dit que la liberté de presse a été écrite après en 93. Et c'est ce que tout le monde écrit d'ailleurs, même certains d'entre vous qui ne connaissent pas l'histoire. Je dis souvent que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, historiquement ce n'est pas vrai. La liberté d'association et de manifestation, la même chose. Le vieux de la Roue, vous savez qu'il était exilé. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a acquises après 81 qui existaient à l'indépendance. La liberté de presse, il a été obligé de s'exiler. Il est revenu au Mali après 68. La liberté d'exercer dans le parti de son choix. L'article 2 de la Constitution de la Première République reconnaissait cela. Mamadou Fayenke a décidé de créer son parti en 1964. Il a déposé la liste du bureau et le récépissé. Ils ont tous été pris, jugés, condamnés et déportés au nord. Ils doivent revenir dans leur famille qu'après 68. Pourtant, la Constitution l'autorisait. En 1974, il y a une révision constitutionnelle où on a mis que le parti est unique, cette fois-ci. Et c'est écrit le parti est unique. C'est ce qui a fait le débat politique entre nous et la classe politique. Quand on a voulu relancer les activités de l'UDPM, on nous a dit que non, que l'UDPM a été dissoute après le 26 mars. J'ai dit non. Le 26 mars a supprimé le parti unique, mais pas l'UDPM. Parce que l'UDPM n'existait pas, le mot UDPM n'existait pas, c'est la Constitution qui a été abrogée. Mais le mot UDPM n'existait pas dans la Constitution, c'est le parti est unique. C'est ainsi que c'est écrit dans la Constitution. Bon, mais c'est le débat politique. J'ai fait cette petite excursion juste pour rafraîchir la mémoire, parce que beaucoup ne connaissent pas le processus en réalité de développement. Dans la Constitution, c'est écrit le parti est unique. Et c'est cette Constitution qui a été abrogée. Mais le mot UDPM n'existe pas dans la Constitution. Bon, après, on a refusé le sigle, on est allé au MPR pour nous chahuter un peu. Les gens disaient que MPR veut dire Moussa peut revenir.
Et nous, aussi pour Assimi, on dit ça veut dire Moussa président de la République. Donc, pour vous dire un peu cette étape-là de la vie. Et pendant toute cette période-là, c'est la presse qui nous a permis de tenir. Ensuite, moi, je suis quand même, d'après un homme politique, il dit que moi, je suis dans le lit d'une journaliste. Donc, je peux être contre tout le monde sauf la profession de journaliste. Bon, ça, c'est pour un peu détendre l'atmosphère. Maintenant, pour ce qui est de l'aide à la presse, vous savez, dès mes premières prises de fonction, j'avais dit à Diawara qu'il ne doit pas y avoir de problème en réalité. Je ne me voyais pas en train de bloquer l'aide à la presse. Mais je vais chercher à comprendre, parce que je venais de prendre fonction, j'avais même pris l'engagement, dans l'enthousiasme, j'avais dit que tout va se régler. Bon, malheureusement, quand j'ai commencé à prendre les dossiers en main, on m'a dit que l'aide à la presse était payée. C'est ce qu'on m'a dit. J'ai demandé aux finances et au ministère de la Communication de me faire le point. Je l'ai donc dit que il m'a été dit que cette aide a été payée. Il faudrait peut-être que ce qui a été payé, on donne les justificatifs, au moins pour dire tel montant a été donné à tel journaliste pour que j'ai des références. Bon, je parle que ça a pris du temps, ça a été mal pris. Et comme il est de tradition au Mali maintenant, dès que les gens ne sont pas contents, ils sortent dans la presse, ils attaquent le responsable, on fait la pression pour qu'il cède. Bon, moi j'ai dit à un de mes communicateurs ici, j'ai dit il faut leur dire qu'il ne faut pas se tromper d'interlocuteur. Sous la pression, si la pression devait amener quelqu'un à faire des choses, le MPR n'aurait pas existé. Moi, je préfère que les gens posent sur la table leurs droits et qu'on discute en tant que partenaire. Si quelque chose ne va pas, on le dit. Mais aller dans la presse, attaquer, menacer, c'est la meilleure façon que je passe à autre chose. Mais ça ne m'a pas amené à faire ça. J'ai quand même saisi le ministre de la Communication, le ministre des Finances, pour me dire de faire le point. Où est-ce qu'on en est réellement? Ensuite, j'en ai parlé avec le président. On était donc dans des dispositions. Et j'ai demandé récemment qu'on me repasse, parce qu'au moment où il y avait cette pression-là, j'ai dit à mes collaborateurs, laissez cette affaire à côté, on va s'occuper des questions de la transition. Quand ça va s'apaiser, on va s'asseoir pour parler. Parce que je ne veux pas donner l'impression aux gens que c'est parce qu'ils sont allés insulter ou menacer ou médire sur quelqu'un qui court pour régler les problèmes. Parce que comme ça, on ne gère pas un pays. Il faut gérer les choses parce que les gens, ils ont droit. C'est un droit, c'est quelque chose qui leur est dû. Donc ils n'ont même pas besoin de commander. Et celui qui ne le donne pas, ils n'ont pas besoin d'aller mal parler de lui, hausser son ton, menacer qu'il va avoir toute la presse sur le dos, s'il ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Donc j'ai demandé de me faire le point. On m'a toujours dit que c'est géré au niveau de la maison de la presse. Maintenant, pour être concret, moi je préfère qu'on laisse des traces. Après cette réunion-là, écrivez-moi. Moi, je vais mettre à votre disposition toute la documentation qui m'a été fournie. Et s'il y a une solution, on va la trouver. Okay. Parce qu'on me parlait de 80 millions. J'ai dit, ce n'est pas que de 80 millions ou 100 millions ou 200 millions. Je ne sais pas combien d'années je crois qu'on n'a pas payé. Et je leur ai dit, d'ailleurs, quand les attaques ont commencé contre moi dans la presse, j'ai dit à mes collaborateurs, mais ça fait quand même 4 ans que ce n'est pas payé. Moi, je suis là depuis 1 an. Donc, je ne peux pas être le responsable du non-paiement. Il faut peut-être s'interroger pourquoi depuis 3 ans on n'a pas payé. Pourtant, on n'avait pas ces menaces-là. Donc, si vous sortez d'ici, vous allez m'adresser un courrier. Je vais faire le tour des services. Toutes les réponses qu'on m'a données par écrit, on va vous les donner. Et s'il y a quelque chose à faire, on va la faire. Il n'y a aucun problème. Parce que moi, vous savez, je ne triche pas avec les gens parce qu'en fait, il y en a qui confondent la ruse et l'intelligence. Quand tu triches avec les gens, ça rattrape toujours. Parce que personne n'est plus malin que tout le monde, ni très intelligent. Donc c'est pourquoi je préfère les choses exactement comme ça se doit. Concernant maintenant la HAC, je l'ai expliqué. Vous savez, au Mali, les gens confondent 2 choses. Il y a
Il y a une enquête de moralité, une enquête judiciaire. C'est des choses qui sont différentes. Une enquête judiciaire, c'est voir si la personne n'a pas été condamnée. Une enquête de moralité, tu peux douter de la personne. Un CV, par exemple, ne te permet pas de connaître une personne. C'est pourquoi dans les systèmes anglo-saxons, d'où nous est venu le système de CV, les CV et les appels à candidature donnent la short list de ceux qui remplissent les conditions de la fonction. Mais in fine, il faut connaître la personne. Par exemple, la moralité d'une personne, on ne peut pas la connaître à partir d'un CV. Son caractère, est-ce qu'il peut travailler en groupe? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un de coléreux? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un de ceci et cela? Pour la petite histoire, vous savez, sous la Deuxième République, il y a un ministre qui a été nommé. Juridiquement, il n'y a rien contre lui. Je crois que les services chargés de l'enquête de moralité n'avaient pas fait leur travail. Après sa nomination, une semaine après, on a remonté au président un rapport qui disait qu'il a passé la nuit dans un bar jusqu'à 4h, 5h du matin avec beaucoup de dérapages. Le président dit, mais il n'y a pas de plainte contre lui. Le président dit, il ne peut pas être ministre dans le gouvernement. Il a modifié le décret, il l'a sorti. Il n'a pas été en prison ni rien. C'est un exemple que je vous donne pour que vous compreniez la différence entre une enquête de moralité et une enquête judiciaire. J'ai expliqué à l'autre que le nouveau président, le chef de l'État du Mali, il nous a dit dès le départ, il ne signera aucun décret s'il a une raison ou une autre de douter de quelqu'un. Maintenant, les raisons de ce doute-là, elles sont personnelles. Les enquêtes de moralité, le président ne montre ça à personne. Il les garde pour lui. Parce que c'est des choses qui relèvent du domaine de la vie privée des personnes. Ça ne doit mettre à la disposition de personne. Même moi qui suis Premier ministre, c'est quelques rares fois, je demande, il me fait lire, il garde à son niveau. Ça ne sort pas, ça n'a pas vocation à être public. Donc le président m'a dit, celui-là, je ne souhaite pas qu'il soit à la Hague. J'ai appelé votre président, je lui ai dit, il ne faut pas que votre profession soit lésée à cause de ça. Votre confrère n'est pas accusé. Juridiquement, il n'est pas accusé. Mais le président dit qu'il a des raisons propres pour lesquelles il ne peut pas le nommer à la Hague. Donc, si vous avez une liste de 5 personnes, de 4 personnes, après les 3, amenez le 4e ou le 5e, peut-être même amener les 3 derniers, on va faire l'enquête de moralité sur les 3 pour ne pas faire de va-et-vient. Si le 4e c'est bon, on le prend. Si par extraordinaire son dossier est mauvais, on voit le 5e. Si le 5e est bon, on le prend. S'il est mauvais, on va au 6e. Mais il faut que l'enquête de moralité soit concluante. Et ça relève de la discrétion exclusive du président, du chef de l'État. Ce n'est pas le Premier ministre. Bon, après, j'ai vu dans les journaux, c'est comme c'est un peu la technique au Mali, la médisance, il faut médire, on dit, oui, qui veut prendre un de ses conseillers. Les gens disent, ne comprennent pas la procédure. Le Premier ministre ne peut pas nommer quelqu'un, il ne peut pas nommer de conseiller. C'est la liste envoyée par la profession qui est prise. Et ce n'est pas la seule fois, il y a d'autres structures où on a refusé, l'enquête de moralité n'a pas été concluante. Quand on leur a dit, ils ont changé. Il n'y a qu'au niveau de la presse que la CEP a dit non, c'est lui ou rien. Le président dit qu'il ne signe pas. Bon, après, on a vu tous les dérapages, on a traité le Premier ministre de voleur. Bon, ça suffisait d'ailleurs comme délit de presse. Parce que quand tu dis quelqu'un c'est un voleur, pour qualifier quelqu'un de voleur, il faut en avoir les preuves. Si on te amène à la justice, on te dit donner les preuves, tu ne peux pas donner. Parce que dire que quelqu'un a été interpellé au pôle économique, ça ne suffit pas pour dire qu'il est voleur. J'ai expliqué largement ici comment mon dossier s'est retiré au pôle économique. J'ai exercé des responsabilités de 2002 à 2016 dans le gouvernement. De 2002 à 2007, j'étais membre dans le gouvernement, membre du gouvernement. Quand je suis sorti en 2007, le gouvernement, le président a envoyé une mission du contrôle général d'État qui a audité ma gestion de ministre.
C'est lui qui sait pourquoi. En tout cas, je ne crois pas qu'on ait fait ça à tous les ministres. Moi, j'ai le rapport de gestion qui m'a blanchi, il n'y avait rien. Ça, donc, c'est ma gestion de ministre. On m'a nommé à la tête de CRT, qui s'appelle l'AMRTP. Quand je venais, il n'y avait pas un franc dans les caisses. En tout cas, il y avait quelque chose, mais ce n'était pas l'institution la plus riche. Il était tellement démuni que le CRT était logé dans une villa louée par l'État à 250 000 francs. C'est moi qui ai dit que le secteur de télécom crée suffisamment de valeur ajoutée pour que l'État le subventionne. J'ai donc écrit au ministre des Domaines pour dire de ne plus payer de l'argent. Parce que j'ai trouvé qu'il y a des redevances que les opérateurs ne payaient pas. L'État avait, entre parenthèses, oublié de les demander. J'ai donc exigé ces redevances. Ça fait beaucoup de bras de fer avec les opérateurs. Il y a un premier versement d'1 milliard. Il y avait un directeur qui avait fait 9 ans. Moi, je suis venu les 6 premiers mois, on a mis 1 milliard dans les caisses du CRT. À partir de là, on a aligné les salaires des travailleurs qui étaient payés à 40 000 francs, 100 000 francs, des petits salaires. On les a alignés sur les salaires des opérateurs de télécom. Parce que la réglementation dit que les opérateurs de télécom, les opérateurs de télécommunications et les régulateurs doivent avoir des salaires alignés sur les opérateurs qui les régulent, ce qui est normal. Mais ils avaient des salaires de 100 000 francs, 50 000 francs, 200 000 francs. Donc, dès qu'on a fait les premiers recouvrements, on a fait un nouvel accord d'établissement. J'ai aligné les travailleurs du CRT sur les travailleurs de Orange Sotelma, ce qui n'était pas fait 9 ans avant mon arrivée. Deuxièmement, on a recouvré encore près de 6 milliards d'arriérés de redevances qui n'étaient pas demandés aux opérateurs. L'État avait oublié, entre guillemets. Avec ça, on a construit le siège. On a quitté la location. Mais avant ça, déjà, on a quitté la villa que l'État louait pour louer un bureau. Tout ça, ça a été fait entre 2008 et 2012. On a déménagé en 2013 dans le nouveau siège. Deuxièmement, vous savez les fréquences qui sont utilisées par les opérateurs et même l'aviation et même les services de renseignement. Ces fréquences, l'État ne les contrôlait pas. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient. J'ai fait acheter des équipements à plus de 3 milliards et mis à la disposition de l'État pour surveiller. Et combien de terroristes ont été neutralisés à partir de ça? Le terroriste qui a tué les prisonniers, les Wadosen, il a été arrêté ici. Ceux qui ont fait l'attentat à la terrasse, ceux qui ont fait l'attentat à Radisson, ceux qui ont fait l'attentat à Abidjan, à Grand Bassam, qu'on a arrêté. Tout ça, c'est avec des équipements sophistiqués que j'ai fait acquérir et mis à la disposition de l'État. Et c'est dans ce contexte que les travailleurs de Sotelma, de l'AMRTP, ont dit, monsieur le directeur, Orange, les sociétés envoient les enfants des travailleurs en colonie de vacances. Nous prétendons aussi à cet avantage. Comme le dit le texte. J'ai regardé, j'ai demandé que cette lettre soit introduite au conseil d'administration. On a regardé, il y avait l'argent parce qu'entre-temps, il y a beaucoup de redevances que les opérateurs ne paient. On a recouvré beaucoup, on était jusqu'à 10-15 milliards. Donc le conseil d'administration a regardé, ça fait environ 80 millions par an, et il a validé. Donc on l'a inscrit parmi les lignes budgétaires qui ont été approuvées par le conseil d'administration, envoyé chez le ministre des Finances qui a validé le budget. Donc c'est ce budget qui a été mis en œuvre pendant 4 ans. Effectivement, pendant 4 ans, les enfants, les travailleurs entre 8 et 15 ans, je crois, à la fin de l'année scolaire, ils vont en vacances au Maroc, au Sénégal, et ainsi de suite. C'est cet argent sur 5 ans qu'on a calculé, ça faisait 600 millions, sur 5 ans, je crois. Et donc, en 2000, entre-temps, on m'a nommé ministre des Télécoms. La même semaine, j'ai demandé de nommer un intérimaire.
Parce que moi, je ne peux pas le nommer, il y a beaucoup de fonds sous sa responsabilité. Il m'a été demandé de faire un appel à candidature qui a été fait. J'ai soumis en Conseil des ministres la nomination. La nomination a été retirée par le Premier ministre, pour les raisons qu'il lui sait. Et la balle n'était plus donc dans mon camp. Donc la nomination désormais relève du président et du Premier ministre. Ça ne relève plus de moi. Pendant ce temps, le service doit continuer à marcher. Donc c'est moi qui signais. Et dans l'administration, ce n'est pas la première fois. Même dans le gouvernement où je siégeais, il y avait le directeur de PMI Mali, il y avait le directeur d'autres structures. Quand vous êtes nommé ministre, de l'ANICT, quand vous êtes nommé ministre, aussi longtemps qu'on n'a pas désigné votre remplaçant, c'est vous qui signez. Jusqu'à ce que vous fassiez la passation. Et tant que vous signez, vous avez le droit parce que vous avez la responsabilité. Donc on me virait mon salaire, qui était 8 fois plus élevé que le salaire du ministre. Donc il m'était loisible de prendre les deux. Légalement, j'ai demandé à mon avocat, il m'a dit que tu peux les prendre. J'ai demandé à mes conseillers. Mais je me suis dit, attention, légalement c'est vrai, mais moi je suis un homme politique. Si demain on va dire aux Maliens, il prend 2 salaires, son salaire de ministre c'est 8 fois plus que son salaire de ministre, même si juridiquement il n'y a pas de conséquences, mais les gens peuvent l'utiliser contre moi. Et donc ce que j'ai fait, c'est que tous les mois, c'est moi qui signe les états de salaire de la MRTP. Quand on me les reverse, je fais un chèque, je retire intégralement ce que la MRTP m'a versé. Comme je dis, 8 fois supérieur au salaire de ministre, je le reversais dans les caisses de la MRTP. Mais je ne le disais à personne. Je disais à mon attaché, tu gardes ces papiers. Un jour, on connaît le Mali, des gens vont l'utiliser contre moi. Et ça n'a pas raté. Donc j'ai reversé l'équivalent de 80 et quelques millions de francs CFA. Et effectivement, à partir de janvier, moi j'ai été nommé ministre en janvier 2015. J'ai fait 6 mois ministre plein. À partir de la mi-juillet, les problèmes ont commencé. Le dossier était bloqué ici et là. On a commencé à mettre les bâtons dans les roues. Et donc c'était très clair que tôt ou tard, on va se séparer. Parce qu'il y a des choses qui me convenaient plus. Donc à partir de ce moment, on a décidé de faire comme on fait avec tous les ministres. On envoie le contrôle d'État. On te trouve des fautes de gestion, on te tient par ça. Donc entre janvier, le 22 janvier 2016 et juin 2016, j'ai eu 4 missions du contrôle général d'État. 4 missions qui sont allées fouiller dans ma gestion à la MRTP. Et quand je suis sorti du gouvernement en juin, on a envoyé 2 missions aller fouiller dans ma gestion de ministre. Ça fait 6 missions en moins de 8 mois. Mais avant ça, sous le gouvernement de transition en 2013, le gouvernement a dit au vérificateur d'aller fouiller dans ma gestion. Le vérificateur a fait 2 mois. Avant ça, je vous ai dit que le contrôle général d'État avait fouillé dans ma gestion de ministre. Mais ma gestion de CRT aussi, le président a envoyé le contrôle général d'État en juillet 2011, qui est resté de juillet jusqu'à mars. Le rapport est arrivé à la présidente le 21 mars, le régime a changé le 21. Donc, on a audité ma gestion de ministre de l'Industrie et du Commerce, on a audité ma gestion du CRT entre 2008 et 2012, on a audité ma gestion en 2013, et en 2016, ça c'est la palme, 6 missions en 6 mois. Et donc quand je suis sorti du gouvernement, quand les mots politiques ont commencé, donc le gouvernement allait chercher dans tous ces rapports qui m'ont tous blanchi. On a trouvé un, on dit bon, les 600 millions, là, il faut qu'on dise qu'il a détourné. Et on a amené au pôle économique, effectivement. Vous dites de m'arrêter. Quand j'ai été convoqué par le juge, j'ai expliqué au juge, j'ai amené tous les papiers. Le juge m'a dit, ma conscience ne me permet pas de vous arrêter. Allez-y, la maison. Ce dossier est revenu à la table en 2020 pendant les manifestations du M5. Et en 2018 déjà, c'est la présidence de la République qui a écrit au procureur pour dire de m'inculper. On a transmis un juge d'instruction qui a réglé le dossier, on a amené toutes les pièces. Les demandes du syndicat,
les PV du conseil d'administration, le budget validé par le ministre, l'exécution, donc il n'y avait pas de quoi arrêter quelqu'un. Et donc le dossier est resté comme ça. Donc en 2020, à la suite des manifestations de M5, on a ressorti pour dire de m'arrêter. Et je devais être arrêté le 18 août à 10h pour être inculpé. Le régime est tombé à 7h30. Donc ceux qui ont eu accès au dossier, c'est eux qui sortent. Oui, on a le dossier, il a détourné. Mais pourquoi tout ce temps? Vous n'avez jamais vu un opposant qui est sale comme ça, qui est devant les manifestations? Voilà cette histoire de... Personne ne peut accorder du crédit à ça, mais les gens sortent. Donc un de vos collègues a été dire que moi je suis un voleur. Les gens sont venus ici me dire de porter plainte, on l'aurait pu le mis en prison. Mais moi je me suis juré dans la vie de ne jamais porter plainte contre un journaliste. Même pas un homme politique. Jamais. Il dit, quand tu es sûr il faut te battre. De toute façon, le mensonge là, ça finit par attraper les gens. Je ne me suis jamais plaint d'un homme politique. A fortiori un journaliste. Je vous donne toutes ces explications parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont induits en erreur. Entre 2011 et 2016, je dis bien 2011 et 2000, ça fait 5 ans, il y a eu 9 missions du contrôle général d'État. Il n'existe pas dans l'histoire du Mali un cadre qui a exercé des responsabilités qu'on a harcelé autant. C'est ce qui m'a fait dire à un moment qu'on a exercé contre moi un véritable terrorisme administratif et bureaucratique. Tout ça, c'est pour me salir. À un moment donné, d'ailleurs, j'ai toute la liste des journaux. Il y a des journalistes qui s'étaient spécialisés. D'ailleurs, chaque fois, la primature ou la présidente demandait les rapports d'étape des contrôleurs et puis on organisait des fuites. Donc, chaque semaine, j'avais ma tête dans les journaux. Et effectivement, l'argent, là, je l'ai reversé. Et quand les contrôleurs sont venus, ils ont dit qu'il paraît que vous prenez 2 mois de salaire. J'ai dit oui, si je les prenais, c'est mon droit. Mais je ne les prenais pas. J'ai sorti mes reçus de reversement. Les contrôleurs ont voulu les prendre. J'ai dit non. Allez-y à la banque, demandez le relevé des comptes de l'AMRTP. Et vous verrez là-bas les reversements à la fin de chaque mois. Je suis certainement le seul qui a fait ça dans l'histoire du Mali. Mais ça n'a pas empêché les gens de parler. Comme pour vous dire qu'un homme politique, quand vous décidez d'aller aux charges publiques, il faut accepter toutes les critiques. C'est pourquoi moi je ne me suis jamais plaint d'un journaliste, en quoi je n'ai pas porté plainte, y compris votre collègue. Il m'a traité de voleur. Les gens qui sont venus me voir, j'ai dit non, mais de toutes les façons, il y en a qui ont dit pire que ça. Mais ça ne va pas aller loin. Il va être une pauvre victime en prison. Si quelque chose lui arrive, on dira que c'est moi qui l'ai mis en prison. Donc je vous ai expliqué tout ça pour que vous compreniez un peu. Le cas de votre collègue, c'est une question de principe. Et le président qui est le chef de l'État, il a ses principes. Il dit qu'il a des doutes, il ne peut pas le prendre. Donc c'était très simple. J'ai dit, donnez la liste des autres. Si vous venez donner le 4e, 5e, 6e, 7e, on fait l'enquête de moralité sur tous. Si le 4e il est bon, on le prend. S'il est mauvais, on prend le 5e. Donc il n'y a pas de problème. Le Premier ministre n'a strictement rien à voir là-dedans. Rien du tout. Mais comme j'ai été interpellé au CNT, il fallait bien que je réponde. Donc je n'ai pas porté atteinte à sa dignité, j'ai simplement dit la vérité. Je ne l'ai accusé de rien. J'ai dit seulement que le président de la transition dit que l'enquête de moralité n'a pas été validée. Ça, il faut que chaque président a sa façon de faire. Quand j'étais ministre ici des télécoms, vous savez l'histoire de la hack. Les gens oublient que c'est depuis 1991. Pendant 30 ans, on n'a pas pu le mettre sur place. Pendant près de 25 ans, c'est quand je suis venu à moins de 6 mois, là, on a voté la loi, on a nommé les membres. En cette période, je me rappelle, il y a une institution qui a donné le nom d'une dame. Je suis venu dire au Premier ministre qu'on ne peut pas l'accepter. En ce moment, on ne fait pas d'enquête de moralité. On prenait les gens dès qu'on envoyait. Je dis on ne peut pas parce qu'il y a les minimums de critères qu'elle ne remplissait pas. Et que si on la prend, la presse va... Donc il valait mieux s'adresser à l'institution en question pour qu'elle donne un autre candidat. Non, on a remplacé, il n'y a pas eu de bruit. Avant, il n'y avait pas d'enquête de moralité dans le bas.
Dès qu'on finit les appels à candidature, les présidents nommés. Mais Assimi Goïta, c'est l'inverse. Il y a des ministres qui ont amené des nominations de DG, de conseillers, de PDG. À l'enquête de moralité, le président a dit non, cherchez quelqu'un d'autre. Il n'est pas obligé de s'expliquer. C'est aussi simple que ça. Donc il n'y a aucun acharnement contre qui que ce soit, ni porté au interne. Donc il faut que vous voyez à l'interne. Parce que souvent, il faut que les gens comprennent, on ne peut pas tout imposer à un pouvoir. On ne peut pas chaque fois qu'on n'est pas content sortir vilipender les dirigeants. Parce que c'est contre-productif. C'est vrai, il y avait un moment où pour être entendu, il faut attaquer le pouvoir. Il y a des gens qui sont devenus ministres parce qu'ils insultaient le président. Ils étaient sur les réseaux. Mais l'équipe actuelle, là, c'est l'inverse. Vraiment, la meilleure façon de ne rien avoir, c'est de penser que c'est sous la pression. Mais quand il y a un problème objectif, vous venez en tant que responsable, vous êtes quand même une fêtière qui compte dans le pays. Il faut être, je m'excuse du terme, il faut être un imbécile pour travailler à se mettre la presse sur le dos. La moindre intelligence de citation veut qu'un pouvoir politique, à défaut d'avoir la presse avec lui, au moins ne pas l'avoir contre soi. Donc, et je ne crois pas que nous, on soit aussi inintelligents qu'on va jusqu'à mettre toute une profession sur le dos. Mais les autres attaques, ça, je n'en tiens pas compte, comme par exemple, on dit qu'on a été à la maison de la presse pour demander de signer. En réalité, la maison de la presse, c'était quoi? C'était quand on a arrêté Rasbat. Je crois qu'on a arrêté un de vos collègues, c'était Yalkouye. C'est Draman Kone qui m'a touché pour dire qu'ils veulent le soutien du M5. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Non seulement on vous soutient, mais on viendra à la maison de la presse. On a fait une réunion, on a dit notre soutien. J'ai dit, pour que ça soit plus fort, on fait même un communiqué de presse qu'on va publier pour que les gens sachent qu'on l'a fait en plein jour. Ils ont fait le communiqué de presse, on leur a envoyé pour signer, ça traînait un peu. Bon, on a compris que peut-être ils ne voulaient pas qu'on sache que le M5 les soutient, comme le M5 était en mauvaise, n'était pas en odeur de sincérité. On a dit, mais ce n'est pas un problème, c'est eux qui voulaient notre soutien. On leur a apporté physiquement. On a voulu le mettre sur un papier. S'ils estiment qu'ils ne doivent pas signer le communiqué de presse, c'est leur droit. On n'en a pas fait un problème. Moi, mais j'ai entendu l'autre jour dire qu'on a couru pour venir demander à l'ACEP d'être avec nous et qu'on a regardé pour dire de ne pas... C'est archi faux, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc il faut qu'on m'a dit, les gens apprennent, parce que quand on veut être crédible, il faut que ce que tu dis soit vrai. Moi, vous ne m'avez jamais entendu pendant toute la lutte du M5, pendant tout le temps que je suis premier. Je n'ai jamais répondu à quelqu'un. Il y a des gens qui ont même décrit des scénarios avec force détail. Comment j'ai voulu aller les assassiner. Bon, les gens ont dit de répondre. Je dis, mais je ne vais pas répondre. Il y a des gens qui sont dans la presse tous les jours. Parce que quand tu acceptes d'être devant, il faut accepter. Mais quand tu n'es pas sûr de soi, là, c'est en ce moment que tu as peur. Dès qu'on dit, Alakama, vraiment, il faut venir, on va trouver un arrangement. Mais nous, on ne fonctionne pas comme ça. Ni Assimi, ni le Premier ministre. Parce que ceux qui faisaient ça, c'est des gens qui savaient qu'ils n'étaient pas clairs. Donc, ils ne veulent pas qu'on sorte à la place publique les choses qu'ils font sous la table. Non, on ne fait pas comme ça. C'est ce que j'ai expliqué à vos représentants. Bon, malheureusement, après chaque rencontre, ils vont parler, font comme si on est en conflit. Alors qu'au moment où on se sépare vraiment en très bon terme. Bon, mais ça aussi, c'est un peu le sport national au Mali. Vous rencontrez avec les gens, vous parlez bien, ils sortent, ils vont dire autre chose. Bon, c'est ça. Donc voilà ce qui s'est passé. Pour la presse, saisissez-moi, on va faire les vérifications nécessaires. Je crois que j'avais même écrit plusieurs fois au ministre des Finances et au ministre des Télécoms de me faire le point. J'avais demandé à la maison de la presse aussi de faire le point. Si j'ai toute cette documentation, je la prends, je vais voir le président. Et je crois plus tard, dans un mois, on trouvera une solution. Voilà la meilleure formule. Ça vaut mieux que les diatribes dans la presse, les attaques contre le Premier ministre, essayer de le dénigrer, le menacer dans les réseaux. Ça rapporte rien. En tout cas, moi, je ne fonctionne pas comme ça. N'est-ce pas? Mais quand les gens ont raison, il faut les mettre dans leurs droits. Le président nous le dit toujours autour de la table du Conseil. Il dit même si on occupe tout le pays par l'armée, même si on fait toutes les réformes politiques et institutionnelles,
Tant que les citoyens ont le sentiment d'injustice, le pays ne marchera pas. Ça, c'est ce que le président nous dit. Et puis, est-ce que nous, on va mettre toute la réputation des institutions à cause d'une nomination? Ce n'est pas un enjeu pour nous. Ce n'est pas un enjeu. On a même traîné parce qu'on voulait que la fêtière nous aide à changer. On a traîné, on n'a pas voulu faire les nominations. Jusqu'à ce qu'on est arrivé à un moment, on a dit, bon, il faut nommer ceux qui peuvent être nommés, après le reste on verra. Si maintenant la fêtière décide par solidarité de ne jamais donner le nom de quelqu'un, ça c'est un problème interne. Et puis la solution la plus facile peut-être c'était d'aller en justice. Une fois que vous partez en justice, vous n'avez plus besoin d'insulter les institutions, parce que la meilleure façon de faire échouer même son dossier partout, c'est de se mettre à insulter toutes les institutions, ça ne règle rien. Voilà donc ce que je peux vous dire par rapport à vos deux doléances principales. La balle est dans votre camp, vraiment. Voilà, Monsieur le Président, et merci d'être venu, parce que cette forme d'échange, je préfère ça. Rencontrer un responsable, on pose les problèmes, on discute, on voit ce qu'on peut résoudre, ce qu'on ne peut pas résoudre, on le laisse à côté, et puis on avance. Merci bien. Ok, merci Monsieur le Premier ministre.